Bonjour, bon après-midi à tous et à toutes et encore bienvenue. Je suis donc Naïe Bathily, je dirige les relations extérieures pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale et c'est un très grand honneur pour nous vraiment d'être avec vous tous, avec tous ces éminents panélistes pour marquer la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est surtout aussi un très grand plaisir pour nous d'organiser cet événement avec le groupe de réflexion aux citoyens Boiti, que vous connaissez tous bien parce que c'est quand même un think tank, une plateforme qui vraiment est très engagée sur les enjeux du développement. Donc, c'est une première série de webinaires que nous organisons qui sera axée autour des priorités et des enjeux de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et une des grandes priorités, c'est bien sûr les droits de la femme, l'épanouissement de la femme. Et donc, il n'y avait pas de meilleur jour aujourd'hui pour être ensemble. Et nous avons bien sûr l'honneur d'avoir d'éminents panélistes, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, Monsieur Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ariel Kitio, jeune entrepreneur qui nous rejoint depuis Yaoundé. Nous avons aussi la ministre du genre du Nigeria qui est en route. Je crois comprendre qu'elle a eu un peu de retard, mais elle ne va pas tarder. Et bien sûr, comme on dit, il est vraiment évident que l'égalité hommes et femmes est essentielle pour le développement du continent et surtout de notre région. Les jeunes filles jouent un rôle essentiel pour l'avenir de ce continent. Et ce mois de mars est vraiment pour nous un mois pour les célébrer, pour les honorer, mais aussi surtout pour se mobiliser, Et au début de cette semaine, la Banque mondiale a publié son rapport annuel sur les femmes, l'entreprise et le droit 2023. Et il est vraiment important de noter que malgré les multiples crises et situations de fragilité auxquelles nous faisons face, de nombreux pays de notre région, en Afrique de l'Ouest et du Centre, ont fait des progrès très, très significatifs par rapport aux réformes et dans le domaine vraiment de l'égalité homme-femme. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la République du Congo, du Bénin, du Sénégal. Donc, aujourd'hui, on veut parler vraiment de ces avancées, mais aussi de tous les défis qui nous restent à surmonter. Je ne vais pas être plus longue. Je vais sans plus tarder donner la parole à Monsieur Ousmane Diagana, qui est le vice-président pour la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On me dit que nous avons plus de 650 personnes inscrites à ce webinaire et donc je tiens aussi à les remercier et encore une fois à remercier tous nos éminents panélistes qui sont là aujourd'hui. Monsieur le vice-président, c'est à vous. Merci beaucoup, Naïe. Bonjour à tout le monde, en particulier aux éminents panélistes qui nous font l'honneur de participer à cet événement si important, et également à nos amis de Ouati, Gilles Yabi en particulier pour la qualité de notre partenariat. Naïe a bien campé le décor. Je voudrais, pour ma part et avant tout propos, saluer le courage et rendre hommage à toutes ces femmes du monde et de notre continent et de notre région qui, chaque jour, inlassablement œuvrent à rendre le monde et la société meilleurs. Je voudrais également, bien entendu, saluer leurs entourages, leurs partenaires, leurs enfants, pour le soutien qu'ils leur apportent. La société, elle est évidemment composée d'hommes et de femmes, et c'est vraiment dans l'harmonie que nous pouvons la rendre meilleure pour tout le monde. Et pour moi, c'est une conviction très forte, soutenue par des constats empiriques, mais également les résultats de recherches approfondies, que l'économie ne peut pas avancer et que la société ne peut pas être réellement égalitaire si on n'investit pas suffisamment sur les femmes, sur les filles. Et évidemment, ça commence par l'éducation, mais ça doit aussi continuer par un certain nombre d'initiatives fortes dans tous les domaines pour permettre à ce groupe extrêmement important de notre société d'utiliser son potentiel qui est inestimable.
Mais à la réalité, je dois également dire que les filles en Afrique subsaharienne sont vraiment confrontées à plusieurs défis qui font que les inégalités, malheureusement, persistent dans notre société. Les taux de fertilité restent très élevés à cause notamment des mariages précoces dans l'espace ouest africain, de faibles niveaux d'instruction, moins d'opportunités professionnelles, etc., etc. Et pour étayer mon propos, je voudrais donner quelques chiffres sur la situation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Seulement 58% des filles, pardon, seulement oui, 58, seulement 42% des filles partent à l'école secondaire et seulement 2 filles sur 10 et parmi ce groupe, amongst that group, unheard. Can somebody mute, please? All right. Et ces chiffres qui soulignent les chemins qui restent à parcourir. 46% des filles, des filles et des femmes pensent qu'il est normal que leur conjoint leur porte la main ou qu'une femme puisse gagner moins qu'un homme. Donc, c'est encore cet état d'esprit qui existe malheureusement dans nos contrées qu'il faut trouver les moyens de faire disparaître. Et bien sûr que ces situations sont davantage accentuées en milieu rural ou en zone de fragilité ou de conflit. Et malheureusement, ces zones restent encore nombreuses en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre en particulier. Et aussi, et je l'ai mentionné tantôt, les revenus des filles, et même si parfois à compétences égales et en faisant des activités similaires, restent plus bas que ceux ces hommes. Il va sans dire que ces comportements et ces inégalités sont intolérables. Et cela aussi empêche, bien sûr, les jeunes filles à atteindre leur plein potentiel et par extension nuit aux efforts des pays bénéficier de ce qu'on appelle un dividende démographique, qui est un passage essentiel pour que les pays soient sur une trajectoire de progrès économique et social, qu'ils émergent et qu'ils se créent des conditions de développement pour l'ensemble de leur population. Naye l'a dit, il ne faut, après avoir dépeint ce tableau, cependant sous-estimer les efforts qui sont faits par les États. Et surtout certains parmi lesquels le Bénin. Je suis très content de voir le ministre d'État, le ministre Abdoulaye Biéchane, prendre part à cette rencontre. C'est un champion pour la question de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes. Et donc le Bénin est un de ces pays dans la sous-région, à l'instar du Gabon, à l'instar de la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui, à travers des politiques volontaristes, sont en train de faire quand même des progrès extrêmement importants. Et il est utile de mettre en exergue ces progrès-là, mais en même temps d'apprendre de leurs expériences pour faire en sorte que ce début de cercle vertueux que nous sommes en train d'observer puisse s'étendre dans un espace beaucoup plus large et qu'on bâtisse là-dessus pour des économies plus fortes, plus prospères, mais surtout pour des sociétés réellement égalitaires. Donc, je te retourne la parole, Naye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Gilles, qui va modérer cette session. Gilles Yabi, merci Gilles d'être là. Et encore, comme l'a dit si bien le Vice-président, nous sommes ravis de ce partenariat parce que nous savons qu'ensemble, nous saurons soulever des montagnes.
Merci beaucoup, Naye. Merci, Monsieur le vice-président Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Je salue la présence de Madame Pauline Talen qui vient de nous rejoindre, donc ministre de la Femme et du Développement social au Nigeria, que je présenterai un peu plus longuement tout à l'heure. Et je salue bien sûr Ariel Kitio qui est également connecté. Je salue toute l'équipe de la Banque mondiale, l'équipe de WATI, et je salue bien sûr toutes les participantes et tous les participants qui nous ont déjà rejoints, et j'espère que beaucoup d'autres nous rejoindront tout au cours de cette conversation. Je vais essayer d'être très bref parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et nous sommes très impatients d'écouter nos invités. Quelques mots tout de même pour dire d'abord merci et dire l'immense plaisir que nous avons à Wati d'initier ce partenariat avec la Banque mondiale autour d'une série de webinaires au cours des prochains mois. Des webinaires qui vont couvrir les différents piliers stratégiques pour la Banque mondiale dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre, mais qui sont aussi en fait très largement, qui recouvrent les axes thématiques prioritaires pour Wati, donc le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar, mais qui travaille réellement avec une perspective non seulement ouest-africaine, mais une perspective panafricaine. Je crois qu'un des éléments centraux pour nous, c'est le fait que toutes les questions sont connectées, des questions d'éducation, des questions de santé, des questions d'emploi, d'économie, de gouvernance, de sécurité, d'environnement. Et lorsqu'on parle des droits des femmes et de l'autonomisation des filles, on le verra, je pense, dans la conversation aussi aujourd'hui, on parle nécessairement de différents thèmes qui sont tous liés. Et ça, c'est vraiment le cœur aussi de la plateforme Wati, c'est de considérer que sur toutes ces questions d'intérêt général, les citoyens sont légitimes à participer à la discussion, à la réflexion, et que toutes ces questions à nouveau sont liées. Je voudrais dire évidemment que nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des luttes pour les droits des femmes. C'est une date très spéciale et c'est la meilleure date qu'on pouvait choisir pour le premier rendez-vous dans le cadre de ce partenariat autour de la question donc spécifique de l'autonomisation des filles. Ces luttes pour les droits des femmes sont des luttes anciennes partout dans le monde, des luttes qui ont produit des résultats très forts, mais bien sûr, il y a encore énormément de progrès à faire et parfois, il y a des reculs. Et je pense que le fait qu'il y ait justement des reculs parfois, cela nous oblige à ne pas oublier que toutes les luttes ne sont jamais gagnées pour toujours et que les progrès doivent être sauvegardés par la constance justement de l'engagement. C'est aussi pour nous à Wati le sujet des droits des femmes et des filles fait partie depuis le début, depuis le lancement de Wati en 2015, de nos priorités. Je cite simplement 2 projets ancrés au Sénégal où nous avons donné la parole à des femmes dans le cadre de l'élection présidentielle en 2019 et aussi en 2021 une série de 31 entretiens avec des femmes sur les questions de participation politique, économique et aussi sur la question de la place de la femme dans la société vue à travers les médias. Ce sont simplement quelques exemples des projets, des publications, des événements que nous avons organisés à Wati sur cette question, qui est à nouveau absolument centrale. Et je voudrais dire aussi que la question que nous discutons aujourd'hui, autonomisation des filles, santé sexuelle et reproductive, accès à l'éducation, toutes ces questions derrière, elles ne sont pas simplement techniques et relevant de l'expertise. Ce sont d'abord des questions de société. Ce sont des questions qui touchent donc à des normes sociales et c'est pour ça qu'il nous semble être important d'avoir un dialogue, d'avoir un débat public sur toutes les questions, y compris ces questions qui sont parfois sensibles et parfois difficiles. Et je termine en soulignant aussi que
le fait d'avoir aujourd'hui, de discuter de cette question en partenariat avec la Banque mondiale, une institution majeure de développement, ça permet de souligner l'importance d'avoir aussi des moyens. Lorsqu'on mène une lutte, la volonté est essentielle, la volonté politique est essentielle. Et aujourd'hui, je pense qu'on entendra notamment le ministre d'État du Bénin, M. Biotchané, mais aussi la ministre de la Femme au Nigeria, Pauline Talen, parler de cette volonté politique et du caractère fondamental de cette volonté politique. Mais la volonté ne suffit pas parfois. Pour mettre des initiatives à l'échelle, il faut des moyens. Il faut des moyens conséquents, des moyens financiers. Et c'est très important qu'une institution de développement comme la Banque mondiale, justement, s'engage sur une question comme celle-là, en apportant peut-être le supplément de moyens qui permet de mettre à l'échelle les initiatives qui sont les plus intéressantes. Et je termine vraiment cette fois-ci en soulignant qu'on est positif aujourd'hui. Je pense que c'est important de regarder bien sûr les défis, les problèmes, nous le faisons systématiquement à Wati, mais c'est aussi important de regarder ce qui fonctionne, ce qui a déjà fonctionné, et c'est pour ça que je salue aussi en particulier la participation de Madame Ariel Kitio Tsamo, qui a une trajectoire absolument fabuleuse d'engagement, en particulier dans l'inclusion des femmes dans le digital. Et je crois que c'est justement la mise à l'échelle de ces bonnes volontés qui permettra d'aller plus vite dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, merci à nouveau à chacune et à chacun de vous. Et donc, on va passer directement à l'essentiel, donc à la discussion. Je vais commencer quand même juste par présenter très rapidement donc nos invités, en commençant par Madame Pauline Talen. Peut-être avant cela, juste rappeler que l'interprétation en anglais est disponible, donc il suffit de cliquer sur l'interprétation et vous pourrez choisir donc d'écouter cette conversation en français ou en anglais. Et je vais essayer de ne pas aller trop vite justement pour permettre aux traductrices de faire leur travail. Madame Pauline Talen est donc ministre de la Femme et du Développement social au Nigeria. Elle a occupé des fonctions politiques aussi dans l'État de Plateau au Nigeria. Elle a été sous-gouverneure de l'État du Plateau de 2007 à 2011 et depuis 2019, elle est donc ministre des Affaires de la Femme de ce très grand pays qu'est le Nigeria et qui vient d'organiser donc une élection présidentielle et qui va organiser aussi les élections de gouverneurs dans quelques jours. Merci beaucoup, Madame Pauline Talen, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Abdoulaye Biotchané est ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale au Bénin et il a aussi occupé des très hautes fonctions à la Banque centrale, à la Banque ouest-africaine de développement qu'il a dirigé. Il a travaillé aussi au Fonds monétaire international comme directeur du département Afrique. De longues années d'engagement sur les questions de développement et de réforme des finances publiques. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Biotchané, d'être avec nous. Et je salue la présence donc d'Ousmane Diagana, vice-président Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale, que vous avez écouté déjà tout à l'heure, qui a également été vice-président chargé des ressources humaines à la Banque mondiale et travailler aussi sur les questions d'éthique et de déontologie au sein du groupe de la Banque mondiale. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président, de participer, pas simplement de délivrer un mot d'ouverture, mais de participer à ces discussions. Et je salue et remercie Madame Ariel Kitio Tsamo, fondatrice et directrice du Cameroon Youth School Tech Incubator, KST. Alors, elle est prix Margaret 2019 de la femme digitale en Afrique. C'est donc, vous l'aurez compris, une entrepreneure qui est également extrêmement engagée dans la formation, en particulier des filles, dans le domaine de la technologie. Alors, donc, on va y aller directement. Désolé à nouveau pour ces soucis techniques. Je vais peut-être commencer avec Madame la ministre Pauline Talen, de faire avancer les réformes et les initiatives pour autonomiser les adolescents. Le Nigeria a plusieurs programmes axés sur les adolescents, tels que l'initiative des adolescents pour l'apprentissage et l'autonomisation. Qu'est-ce qui a fonctionné dans le cadre de ce programme? Si vous pouvez partager avec nous ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui légitime réellement ce choix de considérer cela comme une priorité dans un pays où il y a beaucoup de priorités, bien sûr, au Nigeria?
Madame Pauline Talen. Good morning to everyone, and once again, happy International Women's Day. I'm happy to be here. Bonjour à tous et joyeuse Nigeria, bonne the journée Girls de la Initiative femme. for L'initiative du learning and Nigeria empowerment of pour girls l'apprentissage et l'autonomisation des filles, project is supported, c'est un projet qui est appuyé, supports women's education and empowerment of more than 20 donc pour million l'autonomisation de plus de 20 young millions girls and de jeunes mothers. filles et aussi de mères. This project supports young girls both in Ce senior, projet accompagne junior les and jeunes senior secondary filles schools, and those et that ce pour que celles-ci puissent être à were l'école dropped out from secondaire, school. surtout lorsqu'il y a eu décrochage Project gives au hope niveau du primaire. to the Et donc, vulnerable un certain nombre de parents, projets vulnerable children faisant that have intervenir no les parents, hope mais ceux or pour access les to enfants education. vulnérables et les plus vulnérables qui n'ont aucun espoir My quant à un accès à President Muhammadu l'éducation. Buhari has the Et full donc, Mohamed political will Bouhari, et donc to là, ensure that je dois dire every que nous avons une volonté child politique has a right présente to et education. surtout, And je dois that's dire why que he's supporting absolument this chaque agile femme program a un droit à supported by the l'éducation, World chaque Bank fille to a ensure un that droit à every l'éducation, child, et ce pour particularly the veiller girl aussi à child, ce que chaque enfant, et is surtout educated. chaque And fille, so far, soit éduquée. more than 20 million Et young donc, girls and mothers surtout are fully pour s'assurer supported que in 20 Nigeria. millions de filles et de mères sont pleinement appuyées et accompagnées au Nigeria. Madam Minister, we have a second question for you. Madame le Basically, ministre, nous what avons are une the deuxième question pour main vous. Quels achievements? What sont would les you say that principaux accomplissements, les what would you principales share are the réalisations main que vous achievements in souhaiteriez Nigeria in partager the avec area of nous? women Quelles sont and les girls empowerment? principales And what are you réalisations, most surtout en proud matière of? d'autonomisation Okay, I'm des most femmes proud et of surtout des filles? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? empowerment of girls Eh bien, pour ce qui est de l'autonomisation des filles, l'éducation, renovated. évidemment, un certain nombre Children have d'écoles been commencent à être rénovées et all that they maintenant, need, books, les enfants, uniforms, eh bien, and, sont dotés des manuels scolaires dont ils ont besoin, des uniformes, et les parents aussi ont été encouragés, évidemment, et enjoints même à accompagner leurs enfants. Pour les ménages les plus modestes, eh bien, dans le système scolaire, ce sont surtout les jeunes filles qui sont en décrochage ou qui abandonnent leurs études. Et donc, les écoles, les régions qui n'ont pas de bonnes installations pour l'éducation, ces écoles ont été renouvelées, elles ont été remises à niveau et modernisées. Cela donne aussi, dans de nombreux cas de figure, de donner l'occasion aux jeunes filles d'obtenir des cours dans le numérique. Et tout cela, eh bien, améliore la situation pour les filles et aussi pour les femmes. Évidemment, davantage d'accès au marché du travail. Cela a voulu dire un certain nombre d'interventions et surtout des activités menées en profondeur pour assurer l'égalité hommes-femmes dans notre région. Et grâce à la mondiale aussi, nous avons un programme qui s'appelle le Projet pour les femmes du Nigeria, qui a surtout amélioré la vie des femmes dans les zones rurales, quelques 6 régions, surtout en amplifiant les travaux déjà menés, et 18 000 femmes ont pu bénéficier de ce programme d'autonomisation grâce à des enveloppes financières, de financement et des fonds leur permettant de mener à bien leurs activités de marketing. Celles-ci ont été formées et ont obtenu des cours d'alphabétisation financière. Et donc, celles-ci travaillent en groupe, ensemble, aux communautés, au niveau des communautés locales, et sont engagées pleinement, surtout maintenant dans le domaine des compétences. Les femmes commencent à vraiment s'améliorer. Et après 6 mois, après une formation, eh bien, ces femmes obtiennent des crédits, des prêts pour lancer leur activité, leur PME. Et donc, il y a toutes sortes d'autres activités à l'échelon régional et local, mais surtout l'importance que de garder ces projets, de les maintenir. Maintenant, nous allons dans 23 États du Nigeria, sur 36 États de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ces exemples et merci surtout de nous montrer des cas illustratifs et tout à fait concrets. Alors, en tant que ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action du gouvernement
pourquoi est-il, à votre avis, important pour les pays de la région d'accompagner et de renforcer les initiatives permettant aux jeunes filles de parvenir à leur autonomisation? Merci beaucoup, Naye. Merci encore une fois à Ousmane et à Julie Abi pour cette opportunité. Elle tombe bien pour ce 8 mars et je veux saluer aussi le thème qui a été choisi sur le plan international aujourd'hui, qui est en relation avec le digital et la nouvelle technologie. Et c'est pour ça que je suis heureux aussi d'avoir sur ce panel Madame Kitio, dont j'ai entendu parler depuis quelque temps. Alors, pour nous, je veux insister d'abord sur les statistiques que Ousmane Diagana a rappelées tout à l'heure, qui sont très, très importantes et qui montrent combien les femmes et surtout les jeunes filles sont discriminées, les défis qu'elles ont à relever dans ce monde. Et j'ai été amusé hier en écoutant le secrétaire général des Nations Unies qui disait avec les données que nous avons aujourd'hui et les comportements, pour arriver à l'égalité homme-femme, il faudrait vraisemblablement attendre 300 ans. C'est important et c'est sur cette base-là que nous, lorsque nous avons fait notre bilan en 2016 sur ce qu'il y avait à faire dans ce domaine, pour donner autant d'opportunités aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait un certain nombre d'actions à entreprendre pour justement briser les barrières qui donnent les statistiques que Ousmane Diagana a rappelées tout à l'heure. D'abord, c'est un fait que sur le plan démographique, nous avons un défi important. Il s'adresse aux jeunes garçons, mais aussi aux jeunes filles, et encore plus aux jeunes filles parce qu'elles sont exposées à toutes ces discriminations. Et donc, si effectivement, nous voulons être du côté des pays ou des continents qui bénéficient du dividende démographique, parce que nous avons une jeunesse qui est très importante et qui va être encore plus importante dans les années à venir. Je rappelle que les statistiques montrent qu'en 2050, il y aura plus de jeunes en Afrique et probablement donc plus de jeunes filles en Afrique que dans le reste du monde. C'est un défi incroyable, mais c'est en même temps un avantage que nous aurons par rapport à tout le reste du monde. Et donc, c'est sur cette base-là que, assis sur cette volonté politique que Gilles Diaby a rappelé tout à l'heure, il faut absolument une volonté politique pour rallier toutes les forces du pays, pour lever tous les obstacles qui empêchent justement de prendre les décisions les plus importantes. Et donc, nous avons procédé à cela. Et le plus important, c'est que il faut partir du fait que si nous voulons que nos pays avancent autant que les autres, nous ne pouvons pas mettre de côté plus ou moins la moitié de nos populations. Parce que c'est ce qui se passe. Donc, mathématiquement, tout simplement, que vous soyez d'accord avec les jeunes filles ou les gens qui protègent sont pour la lutte pour le genre ou pas, si vous voulez que votre pays se développe, vous êtes bien obligé de vous attaquer à ces différents obstacles. Et donc, c'est ces idées-là qui nous ont amenés à prendre un certain nombre de décisions importantes dans le domaine institutionnel, dans le domaine judiciaire, dans le domaine de l'éducation, de la santé, et donc du développement économique et social aussi. Et donc, voilà ce que je peux dire pour insister sur le fait que l'autonomisation des jeunes filles et qu'on appelle donner davantage de place à la femme dans la société n'est pas un cadeau qui est fait à ce groupe de citoyens. Au contraire, c'est quelque chose qui est important pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble des pays de notre continent. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Je vais tout de suite peut-être vous demander quelles sont vraiment les principales avancées produites par ces initiatives? Parce que vous avez soulevé quelques-unes des initiatives au Bénin, mais si concrètement on peut avoir, et vous l'avez prouvé, les statistiques que vous avez partagées nous le prouvent. Hein. Il y a des avancées, mais de façon concrète. Qu'est-ce qui a été fait au Bénin et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous faites partie des pays moteurs et dans le domaine des réformes? Parce qu'il y a eu quand même, comme vous dites, une grande volonté politique. Mais qu'est-ce qui pourrait inspirer d'autres pays? Merci beaucoup, Naïe.
effectivement, il y a eu beaucoup, une fois qu'on s'est convaincus tous qu'il fallait aller dans cette direction, on a pris des décisions très, très importantes qui donnent déjà progressivement des résultats. Dans le domaine institutionnel, par exemple, nous avons pris une décision qui donne davantage de place aux femmes au Parlement. Nous avions 85 parlementaires par le passé. Nous avons décidé, en introduisant une réforme institutionnelle, que désormais, il y aurait 24 députés forcément en plus dans l'Assemblée nationale, en plus des autres possibilités qui sont laissées. Si bien que à la dernière élection qui s'est passée tout simplement en janvier dernier, nous avons 29 députés femmes sur les 109 députés qui sont là. Et donc, d'une mandature à une autre, on voit déjà les progrès dans la représentation des femmes au Parlement. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est sur le plan judiciaire, sur le plan juridique. Nous avons voulu une plus grande protection des femmes et surtout des jeunes filles dans la société. Les violences faites aux gens, aux femmes notamment, sont davantage réprimées. Et nous avons créé un Institut national de la femme qui peut être partie civile dans les procès contre justement les violences qui sont faites aux femmes et d'autres déviances dans la société à l'encontre des femmes et des jeunes filles. Et le résultat est là, c'est que d'une année à une autre, parce que cette loi a été prise en 2021 et en 2022 déjà, nous avons vu un accroissement de plus de 13% des cas qui ont été présentés en procès à la justice. Donc, ça aussi, c'est important. Et dans ce domaine-là, une protection particulière a été apportée aux étudiants et aux élèves en disant dans un texte qui a été pris que désormais, il ne sera plus toléré de relations amoureuses ou qu'on appelle de genre entre le professeur et son élève. Donc, dans une école, dans un collège, dans une université, la relation entre une élève et son professeur est considérée comme une infraction et elle peut être poursuivie en justice par les personnes, et par les universités, par les établissements concernés et bien sûr par l'Institut national de la femme. Sur le plan économique, de nombreuses dispositions ont été prises pour favoriser l'autonomisation de la femme. Et dans ce cadre-là, un des projets de la Banque d'ailleurs que nous avons mis ensemble en œuvre, qui est le projet SWED, participe à cette bataille-là pour que les femmes et les jeunes filles aient autant de moyens, autant de formations et autant d'opportunités que les jeunes gens de leur âge. Voilà dans ce domaine aussi quelque chose qui a été fait. Et un dernier point qui est important, c'est qu'il y a un certain nombre d'actions qui, a priori, ne visent pas spécifiquement les femmes, mais qui ont l'avantage justement de protéger les femmes ou de leur donner davantage d'opportunités, tout simplement parce que c'était des contraintes pour elles. Je prends par exemple le programme des cantines scolaires que nous avons. Nous avons institué un programme de cantine scolaire qui aujourd'hui couvre 75% des enfants qui vont à l'école. Le constat est que d'un coup et d'un seul coup, nous avons vu davantage de jeunes filles aller dans ces écoles-là. Parce que justement, désormais, les parents qui ont la possibilité de voir leurs enfants manger à l'école les envoient dans ces écoles-là. C'est pareil pour un autre programme important que nous avons d'accès à l'eau potable. Nous avons décidé d'un programme universel d'accès à l'eau potable. D'ici 2024, dans tous les villages du Bénin, dans tous les quartiers de ville du Bénin, il y aura de l'eau potable à disposition de tout le monde. On a déjà des résultats puisque de 40% d'accès en 2016, nous sommes aujourd'hui à 80%. Le résultat est simple, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'eau potable dans les villages, qui va chercher l'eau potable? Ce sont les jeunes filles et avant qu'elles ne reviennent, les écoles sont fermées. Et du coup, nous avons une meilleure fréquentation des jeunes filles aussi dans ces écoles-là à cause de ce programme qui, indirectement, favorise donc l'accès des jeunes filles à l'école et donne des opportunités ainsi faites à leurs parents. Donc, voilà un peu quelques-unes des mesures que nous avons prises avec effectivement pour objectif clair et précis comment autonomiser les jeunes filles,
comment leur donner davantage d'opportunités et comment les protéger contre les déviances qui étaient constatées par le passé. Merci, Monsieur le ministre d'État. C'est du concret, c'est efficace, c'est dans le législatif, dans le domaine économique, et vraiment, on ne peut que s'en inspirer. Je passe tout de suite à Ariel. Ariel Kitcho, donc, on vous a présenté entrepreneur quand même de renommée maintenant, plus qu'africaine, mais même mondiale, dans le domaine du digital. Alors, Ariel, dans votre domaine, quelles sont les contraintes majeures que vous avez observées lorsque vous avez monté votre propre compagnie? Et peut-être un autre volet de la question, c'est aussi quelles sont vos recommandations aux jeunes filles qui veulent suivre votre modèle? Comment assurer une formation de qualité pour faciliter leur insertion professionnelle? Merci beaucoup, Naye, pour la question. Merci pour l'invitation à vous, à la Banque mondiale et à Wati. La première question est de savoir quelles sont les contraintes que j'ai rencontrées lorsque j'ai lancé mon organisation. Ils sont de plusieurs ordres. Je vais commencer par la contrainte du stéréotype parce que à plusieurs reprises, lorsque je suis allée dans des rendez-vous avec mes collègues hommes, on m'a pris pour la secrétaire. À plusieurs reprises, on m'a envoyé chercher des choses alors que c'était peut-être moi, la directrice, c'était moi, le PDG. On a eu plusieurs fois des cas où on a voulu prendre des bureaux beaucoup plus grands et il y a des personnes qui nous ont dit on ne loue pas notre maison à une femme, par exemple. Donc, il y a cette contrainte de stéréotype-là auquel on a dû faire face. Il y a eu la contrainte également de la compréhension même de ce qu'on faisait parce que dès le début, nous avons commencé à travailler sur les jeunes filles, c'est-à-dire leur démontrer dès le bas âge que le codage informatique, la robotique, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une affaire de blancs, ce n'est pas une affaire d'hommes, c'est une affaire de tout le monde. Donc, on avait cette difficulté-là avec les écoles, avec les parents qui ne comprenaient pas forcément c'est quoi l'importance du codage, c'est quoi l'importance de la robotique. Pour eux, c'était, si ce n'est pas de la physique, ce n'est pas des mathématiques, alors à quoi ça sert? Donc, ils ne voyaient pas forcément l'influence, l'impact et toute la transformation que le digital apporte sur la vie de tous les jours et sur les métiers. Maintenant, de l'autre côté, on a également eu le challenge qui est plutôt personnel, c'est-à-dire le dilemme entre la sécurité de l'emploi et puis la passion pour l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut savoir que j'ai reçu beaucoup d'offres d'emploi, mais à côté, il y avait cette passion pour mon entreprise qui me brûlait. Mais l'entrepreneuriat vient avec des challenges. Il faut penser au loyer, il faut penser à recruter, il faut penser à payer des personnes lorsqu'on n'a pas forcément d'argent. Donc, il y a ce dilemme-là où la cible ne comprend pas forcément le produit. C'est difficile de pouvoir convaincre les gens de travailler avec vous dès le début lorsqu'on n'avait pas d'argent. Et à côté de ça, vous avez des offres d'emploi alléchantes qui vous attirent. Donc, il y avait également ce dilemme intérieur là qui m'ont bouleversée. Et c'est là où je remercie justement les initiatives comme celles que vous mettez sur pied aujourd'hui, où j'ai rencontré des femmes à qui je dis merci aujourd'hui et qui m'ont justement dit c'est possible. Et donc aujourd'hui, l'un des points clés pour pouvoir inciter davantage de jeunes femmes dans le numérique, c'est le rôle modèle. Aujourd'hui, on a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses sur les réseaux sociaux qui vendent à la jeune fille un certain rêve en leur disant c'est à travers tel et tel autre canal que vous pouvez devenir riche, que vous pouvez devenir, pouvez vivre à votre aise en fait. Donc, il faut travailler sur la communication, utiliser vraiment les femmes du numérique comme des égéries en fait de faire rêver les jeunes filles. Et pour ce faire, il faut mettre ces femmes-là en lumière comme vous l'avez fait aujourd'hui et pour leur démontrer que c'est possible. Moi, je n'ai jamais d'hésitation à dire aux jeunes filles, moi, je suis entrée à la Maison Blanche. Mais qu'est-ce qui m'y a amené? C'est le codage informatique. J'ai des prix, je gagne de l'argent, j'arrive à recruter des cinquantaines de personnes. Mais qu'est-ce qui m'y a amené? C'est l'informatique. Donc, il faut vraiment tenir également ce dialogue-là à la jeune fille et même aux parents pour leur dire que c'est possible d'avoir de l'autonomie grâce au numérique. Maintenant, la seconde partie de la question, c'est de savoir qu'est-ce que je dirais à la jeune fille qui veut dans le numérique. Je lui dirais 3 choses. La première chose, je vais lui parler avec des chiffres. Ensuite, je vais lui parler avec la passion. Les chiffres sont clairs, elle n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, le numérique touche tout. Que ce soit à travers le mobile money, à travers WhatsApp, à travers les filtres qu'elle utilise sur les réseaux sociaux, de manière obligatoire et même parfois involontaire, elle utilise le numérique. Je lui ai dit de savoir que 75% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Ils vont demander de la créativité numérique. Je vais lui dire qu'il y a des robots qui sont maestros. Je vais lui dire qu'il y a des défilés de mode en 3D, comme la celle de la congolaise Anifa en 2019. Je vais lui dire qu'il y a un projet de loi qui permet aux juristes, aux magistrats d'être assistés par une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a un taux de succès de 95%. Je vais lui dire que 12% des voitures de 2030 seront des voitures qui seront en self-driving. Et je vais lui dire également
Aujourd'hui, on a des maisons qui sont imprimées, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de maçon. Donc, pour lui dire que le numérique change, transforme les métiers, certains disparaissent, certains se réinventent. Donc, si elle veut avoir un emploi décent, elle a intérêt à s'investir dès aujourd'hui dans le numérique. Et la dernière chose que je vais lui dire par rapport aux chiffres, c'est de savoir qu'aujourd'hui, à travers le e-commerce, à travers la zone de libre-échange, le marché du e-commerce en Afrique représente 1,27 milliard d'utilisateurs en 2027. Et c'est plus de 20 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires en Afrique en 2020. Il faut qu'elle prenne sa part du gâteau. Vous prenez sa part du gâteau, il faut qu'elle, dès aujourd'hui, elle s'investisse dans le numérique. Maintenant, pour lui parler avec passion, je vais lui dire que le numérique est l'outil le plus beau qui lui donne la liberté. Moi, je travaille dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la finance, parce que le numérique a ceci de beau que c'est transversal et c'est universel. Lorsqu'elle acquiert des compétences dans le numérique, aujourd'hui, elle peut travailler pour la Chine, pour le Nigeria, pour le Bénin, pour la Finlande. Ça n'a pas de frontières. Et c'est transversal parce que ça lui permet de toucher n'importe quel domaine. Donc, si c'est la mode qui l'intéresse, il y a de la place. Si c'est les gâteaux qui l'intéressent, il y a de la place. Si c'est les fusées qui l'intéressent, il y a de la place. Et le dernier point que je vais lui dire, c'est que le numérique, c'est glamour. Elle peut faire son vernis, elle peut être en train d'allaiter son bébé, en même temps répondre à un call à Washington, D.C., elle peut être en train de tourner sa sauce et vendre ses habits sur Internet. Donc, vraiment, je dirais ces trois choses pour lui dire, il n'y a pas à hésiter. 1, elle est obligée. 2, c'est passionnant. Et 3, ça n'empêche pas d'être une femme épanouie. Voilà. Dis donc, Ariel, vraiment, votre motivation et votre engagement pour le numérique, il est contagieux. Je pense que si on avait des doutes, là, on est tous convaincus. Et je pense, et bien sûr, la pandémie du Covid nous a prouvé l'importance capitale du numérique. Sans ça, on n'aurait jamais pu survivre et même la surmonter. Donc, vous êtes en plein dans le mille. Votre domaine est vraiment le domaine de prédilection pour le développement du continent, mais du monde entier. Et c'est d'ailleurs le thème de ce 8 mars qui est autour du numérique. Donc, encore une fois, merci pour cette énergie. Et je vais tout de suite donc demander à Ousmane Diagana, donc vice-président de la Banque mondiale, de nous dire dans quelle mesure il pense que l'autonomisation des jeunes filles est aussi un moteur clé pour accélérer la croissance et la transformation économique. On a eu beaucoup de travaux dans ce domaine et je pense que vous pourrez étayer un peu plus sur le sujet. Donc, à vous, Monsieur Diagana. Thank you very much, Naye. Let me start by welcoming Honorable Minister Talen. Merci infiniment, Naye. Alors, évidemment, une chaleureuse bienvenue au ministre Talen et merci beaucoup de vos propos. Et surtout, d'avoir fait de votre projet un projet phare, emblématique. Et ce sont des projets nombreux. Je suis très content de faire la connaissance virtuelle de Mme Kitio et de saluer également les actions qu'elle entreprend, très pragmatiques et très pertinentes. Et monsieur le ministre Biochane, je l'ai déjà mentionné, mais je ne peux m'empêcher de le répéter. Je crois que les exemples concrets qu'il a partagés avec nous sont très inspirants. Donc, pour répondre à ta question, Naye, je voulais dire que la Banque mondiale, en intervenant dans n'importe quel secteur, le fait sur la base d'un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est d'avoir des données, de les collecter et de les analyser. Le deuxième, c'est aussi de revoir les politiques publiques qui sont en place et les cadres réglementaires et législatifs pour voir si ensemble, ces politiques et ce cadre sont à la fois ambitieux et en même temps porteurs de progrès, et notamment sur le plan du développement solidaire et la création des conditions pour une prospérité partagée. Le troisième principe, c'est le principe de la concertation, de la consultation. On ne peut pas faire le bonheur des gens si on n'a pas créé un espace pour leur permettre de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent comme difficulté et ce qu'ils ont comme ambition. Évidemment, le quatrième principe, c'est d'accompagner ce qui va être fait par des conseils sur le plan technique, mais également sur le plan financier. Et le dernier principe, c'est de regarder de manière régulière l'impact de ce qui a été mis en place pour voir dans quelle mesure on est en train d'aller dans la bonne direction, si oui, comment accélérer et comment amplifier. Or, quand tu mets ces 5 principes-là ensemble, on voit très bien, pour ce qui concerne l'éducation en particulier, la question des femmes, pardon,
on voit que toutes les données et toutes les études montrent que les investissements dans la femme, à travers leur accès à l'éducation, à la santé et des opportunités économiques, permettent d'accélérer la transition démographique et en même temps réduire les risques d'inégalité dans la société et en même temps accélère les conditions de créer des égalités pour tout le monde en termes d'accès à des emplois et en termes d'accès à une vie meilleure. Les politiques publiques inspirantes et des cadres réglementaires adéquats permettent également de créer ces conditions favorables vers le dividende démographique. Monsieur le ministre d'État a donné des exemples concrets. Le Bénin a fait évoluer ses politiques et ses cadres réglementaires. Il a mis en place des dispositions concrètes dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, pour permettre aux femmes et aux filles également d'être véritablement respectées, mais également d'utiliser totalement leur potentiel. Donc, c'est au regard de tout cela, justement, que la Banque mondiale aussi intervient à travers des programmes concrets. Monsieur le ministre d'État a donné l'exemple de Suède. Madame la ministre Talen a donné l'exemple d'Agile au Nigeria. Et on peut donner beaucoup d'autres exemples. Nous venons de faire récemment une étude au niveau du Sahel, qu'on a appelé le livre blanc sur l'éducation du Sahel, et on a vu comment l'insuffisante participation des filles dans les écoles, etc., et par conséquent leur incapacité à pouvoir contribuer de manière efficace à une société plus égalitaire et donc à promouvoir également une citoyenneté dans l'éducation des enfants, contribue quelque part aux fragilités et aux conflits qu'on observe dans le Sahel. Donc, les avantages sont importants, mais il faudrait véritablement que ça soit bien identifié à travers des données précises, soutenues par des programmes conséquents et cohérents. Donc, c'est ça qui justifie notre intervention. On ne le fait pas aussi, et je vais finir par là, et on ne le fait pas seulement à travers, justement, comme je l'ai dit, des projets concrets où on finance des activités, mais on le fait à travers ce que nous appelons dans notre jargon des politiques de développement qu'on appelle des appuis budgétaires, où on prend, dans le dialogue avec le gouvernement, on essaye de conseiller pour faire évoluer leur politique réglementaire en place. On l'a fait dans beaucoup de pays, au Sénégal, au Bénin, au Niger et au Gabon, et avec toute modestie, bien sûr, c'est d'abord le leadership et la volonté politique des pays qui ont permis à ces projets, des pays qui ont été cités dans le rapport qui a été rendu public avant-hier par la Banque mondiale, mais c'est également la qualité de notre accompagnement à travers des programmes concrets qui nous ont permis un peu de voir ces bons résultats que nous célébrons tous et pour lesquels nous sommes vraiment engagés pour les mettre encore à une échelle beaucoup plus importante. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Donc, vous l'avez dit, au-delà des financements, c'est vraiment un engagement et un engagement soutenu de tous les acteurs, aussi bien et de toutes les parties prenantes. Et donc, je pense qu'au niveau de Dakar, la connexion est un peu plus stable. Je vais donner la parole à Gilles, qui va revenir pour un deuxième tour de table rapide avant qu'on puisse prendre quelques questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, l'heure tourne très vite. Il ne nous reste plus que 30 minutes. Gilles, c'est à toi. Merci beaucoup, Naye. Je crois que c'est le charme du partenariat, justement, que tu aies pu prendre le relais assez rapidement. Alors, elle est stable, mais loin d'être parfaite, la connexion. Donc, il faut te tenir prête à reprendre le relais s'il le faut. Merci beaucoup. Et je signale vraiment, en écoutant Ariel Kitio, effectivement, qu'on avait de la passion. Avant le point sur la passion, on sentait déjà beaucoup de passion. Et je crois que c'est vraiment aussi à cela que sert le débat public sur cette question de l'autonomisation des filles. Alors, peut-être pas un tour de table complet, je vais faire en sorte qu'on ait du temps pour relayer les questions et rappeler justement à nos participantes et à nos participants qui peuvent écrire donc des questions dans le box prévu à cet effet sur la plateforme Zoom. Et ça me permettra de relayer quelques-unes de ces questions, on ne pourra pas les relayer toutes.
Peut-être en revenant à Madame Pauline Talen, je pense qu'il y a une question importante, c'est comment est-ce que du point de vue politique, on réussit à s'assurer que l'engagement, par exemple, d'une ministre des Affaires féminines au Nigeria, comment est-ce qu'on s'assure qu'il est partagé par les autres ministères? Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'agenda de l'égalité des sexes est dans les politiques gouvernementales de manière transversale? On voit bien que ça engage différents secteurs. Est-ce qu'au Nigeria, votre expérience vous montre qu'il y a un engagement partagé et qu'il est facile d'une certaine manière de convaincre tous les collègues ministres de l'importance de cette question? Madame Talen. As I earlier mentioned, the political Comme on l'a will dit is there. plus Mr. tôt, President la is volonté committed, politique existe. Le and, président est tout à fait for the engagé first et time in the history pleinement, of Nigeria, pour la during the première fois dans presentation l'histoire of du the Nigeria, budget au at moment the de la National présentation Assembly, du Mr. budget President à l'Assemblée made a nationale, very, very le significant président a that fait from une henceforth, déclaration éminemment all importante. MDAs should Donc, ensure that our selon budgeting system is gender lesquels responsive. le système de So, budgétisation est that proactif et réactif à la is fois. another key area. Voilà Because, aussi un autre domaine fondamental, education essentiel, and the qu'il empowerment of convient women d'intégrer. is a multisectoral L'éducation et issue. l'autonomisation We des have filles et des gender femmes desk est officers in une all the ministries, problématique qui Ministry nous of implique Education, tous. Ministry of Et il y a Health, tous les Ministry of ministres, ministre de Agriculture, l'Éducation, de la Santé, Ministry de of l'Agriculture, Communication and Digital ministère de la Economy, Communication et Ministry de of l'Économie Trade and numérique, Investment, ministère du because Commerce et women des are Investissements everywhere. sont tous And présents parce que les femmes without sont partout, carrying dans tous les women along, contextes et secteurs. Et donc là, definitely aller en we un can seul never et achieve unique lieu, meaningful eh bien là, national si nous development. œuvrons de la Because sorte, nous ne empowering the pourrons woman, jamais accomplir le educating the développement woman has a plein, le multiplier développement effect. dans notre An pays que nous educated voulons, oui, woman ailleurs. Donc, will une ensure femme that her children instruite are ou educated. éduquée, eh An bien, qui a eu educated accès à l'éducation, young peut girl vraiment pleinement can participer. Et l'éducation des defend jeunes filles donc, herself, et can des speak for filles herself, and peut that will faire en also sorte que address les the filles issues peuvent of se gender-based défendre violence et présenter and other leur issues that point de vue, autre affects chose. Et her ça a aussi potentials to develop un meaningfully. effet ou une Another incidence very sur le success potentiel story that des we've recorded femmes. recently in Nigeria is Autre récit qui est une grande réussite au of Nigeria, the high-level l'inauguration advisory council on women du Conseil economic consultatif de haut empowerment niveau by sur Mr. les femmes President et himself. l'autonomisation That des means femmes Mr. President par le has put président a seed lui-même, discours and he prononcé par has le shown président full lui-même. commitment Et donc, il a to démontré ce the plein issues engagement, of the notre education of the président, girl child, quant à to the l'éducation issues of des filles et women leur empowerment, autonomisation, to the issues of l'autonomisation des gender femmes equality. aussi, et surtout That l'égalité des we are sexes. driving Là, strongly through the nous en sommes Ministry les of Women moteurs Affairs, et Ministry of évidemment Education, grâce au Ministry of Health, and ministre all the de la other Santé, de relevant l'Éducation et tous ministries. les autres ministères de tutelle les plus Our importants. children, Mr. Nos President has enfants, ensured that our children are given évidemment, food in school to pourront encourage être scolarisés et il convient encourage de parents send their les children to school. encourager et encourager les ménages à And envoyer each of these leurs enfants students et les filles à receive a l'école. well-balanced Et diet chacun de ces élèves once a day. obtient That un repas has bien équilibré une increased fois par the jour dans les attendance of cantines children scolaires et cela a across accru la the country. participation des And enfants we intend dans to les maintain écoles, aux that, écoles et dans toutes les régions du water pays. and sanitation, the Donc, il Ministry of convient de Water maintenir Resources cela. has Il y a been également tasked le to ensure ministère that des Ressources hydriques every et de school l'assainissement has water et qui veille and à ce que chaque good école toilets ait de l'eau where children, potable particularly the et girl child, des can sanitaires, clean surtout herself up pour les if she's filles, doing pour que her les filles menses. puissent aller en Under privé the dans les through the Ministry of sanitaires. Women Affairs, Et we donc, par also l'intermédiaire support du ministère des girls, Affaires féminines, adolescent nous girls appuyons et with sanitary accompagnons les pads filles, les to jeunes help femmes dans les keep them écoles. in Nous les school envoyons because avec tout most ce dont elles auront rural besoin. areas Donc, and tout ce poor qui aurait families, trait à girls l'hygiène cannot be in intime school féminine, at eh least bien, 5 veut days dire que nous every devons month, donner and that ce qu'il is faut a serious aux issue. filles. But Mais le we problème, c'est que try cela n'est to pas toujours possible. share C'est un out problème. sanitary pads Mais nous essayons quand to même adolescent d'envoyer, girls de to make sure that transmettre, we keep them in school d'expédier every month. des Merci, produits merci. qui permettent la Merci participation beaucoup. des Thank you, Madame filles Minister. dans les écoles et sans se Juste très sentir rapidement, le menacées Nigeria étant ou un gênées. État fédéral, comment est-ce que vous vous assurez que, au niveau fédéral, vous luttez contre les inégalités d'un État à l'autre
peut-être, par exemple, les différences sont importantes entre les États du nord du Nigeria et ceux du sud. Comment est-ce que vous assurez de lutter contre ces inégalités, finalement, au sein des États par votre politique? Et quel est l'engagement des gouverneurs aussi sur cette question? Thank you very much. We have laws in place. We have the Child's Right Act. Merci beaucoup. Nous avons des lois qui existent, la loi sur la santé des enfants et des enfants, où nous nous assurons que chaque parent permet à son enfant d'aller à l'école, d'être scolarisé. Dans le nord du Nigeria, il y a eu des soucis. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai pris fonction, en 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous avons augmenté et pu amplifier, surtout augmenter le nombre de filles scolarisées grâce à ces lois et surtout, évidemment, en mettant en exergue la lutte contre la VSS, la violence sexuelle et sexiste. Et donc, il convient d'appuyer et d'accompagner chaque enfant à l'école, mais surtout appuyer en même temps les parents, les ménages et s'assurer que justement, ou qu'ils s'assurent justement que leurs enfants vont à l'école. Il y a 35 États qui ont justement interdit, grâce à une loi interdisant la violence sexuelle et sexiste, dans 34 États, ça a été adopté. Et je puis vous assurer que de nombreuses discussions ont d'ores et déjà eu lieu entre le ministère, les ministères et les gouverneurs de ces deux États. Et ils m'ont dit qu'à la fin de mon entrée en fonction, à la suite, ces deux États feront de concert et surtout pour accompagner les filles et les appuyer afin qu'elles puissent être scolarisées, car il en va du droit de chaque enfant. Et le président, évidemment, il a pour le faire et argue en faveur de cela. Madame la ministre, je vais peut-être poser la même question de tout à l'heure au ministre d'État Biakane au Bénin. Comment s'assurer que la volonté politique du président Talon et de la vôtre, comment s'assurer que cette volonté politique sur la question des inégalités hommes-femmes, elle est partagée de manière large par les autres membres du gouvernement, mais aussi par l'ensemble des institutions. Et je vous pose déjà une des questions revenues du box de la part d'un participant du Bénin. Quel est l'impact déjà de cet Institut national de la femme qui a été mis en place au Bénin? Comment est-ce que ça s'articule avec l'ensemble des initiatives que vous avez prises dans ce domaine? Merci beaucoup, Julie Abi. Je crois que ce que Madame la ministre, Madame Talen vient de dire pour le Nigeria est aussi bien valable pour le Bénin. Il faut partir d'un engagement politique, d'une volonté politique avérée pour réussir ce genre d'initiative. Parce que il faut lutter contre les contraintes sociales, les contraintes parfois religieuses dans chacun de ces pays, et nous l'avons fait. Et pour le faire, il faut d'abord, effectivement, dans un premier temps, impliquer tout le monde. Il faut impliquer d'abord tous les ministères et toutes les institutions de la République pour s'assurer que nous avons tous cet entendement-là, nous sommes d'accord. Quand j'ai parlé de la réforme de la Constitution pour avoir des sièges de parlementaires pour la femme, ça n'a pas été facile. C'est une révision de la Constitution, il faut avoir une majorité qualifiée et donc il faut convaincre beaucoup de gens pour y arriver. Sur les autres lois, nous avons procédé effectivement par vraiment différents cercles concentriques, en associant d'abord tous les ministères concernés, les administrations concernées, les institutions et aussi la société civile. Il ne vous échappe pas que sur certaines questions de protection des jeunes filles, ce n'est plus seulement la loi qui est votée qui est importante, c'est aussi la capacité que nous avons après d'avoir pris la loi, de la faire accepter par la société et de la faire appliquer par la société. Et lorsque, par exemple, nous étions en train d'étudier pour mettre en place le projet SWED,
nous avons fait des consultations les plus élargies avec la société civile sur les questions, par exemple, des grossesses précoces et des mariages précoces. Dans certaines communautés, les mariages précoces sont considérés comme des choses les plus acceptées parce que elles seraient même recommandées par la religion. Et donc, il a fallu ce qu'on appelle défaire ces stéréotypes-là en associant plusieurs sectes et même en consultant des pays voisins. Nous avons envoyé une mission en Égypte et en Mauritanie pour échanger avec d'autres collègues là-bas, d'autres associations et des religieux là-bas pour, par exemple, dans les communautés musulmanes, défaire cette conception que les mariages précoces sont des choses acceptées par le Coran et même recommandées par le Coran. Et donc, ces concertations avec les différentes institutions, avec la société civile, avec les religieux parfois, ont permis donc d'avancer la compréhension sur cet engagement politique que nous avons et ensuite de passer à la légifération et à la prise de tests réglementaires éventuels. Donc, le plaidoyer dans la société est la clé du succès. On peut prendre, ce n'est pas prendre des tests qui est le plus important, on peut les prendre. C'est s'assurer que la prise de ces tests-là se traduit par la suite par des actions, par des actes et surtout par des résultats. Nous avons suffisamment documenté, par exemple, les grossesses en milieu scolaire. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y en ait de moins en moins. Et pour le faire, il faut passer par la répression. Et donc, ces tests qui ont été pris ont permis donc de réprimer progressivement et de réduire le phénomène. L'Institut national de la femme a été institué. Il est âgé d'un peu plus d'1 an. Il est relativement opérationnel. Alors où je vous parle, il est en train d'organiser la journée internationale de la femme. Il est engagé dans un certain nombre d'actions, notamment les plaidoyers, mais aussi l'intervention dans un certain nombre de cas judiciaires pour faciliter aux populations, pour faciliter aux jeunes filles, pour faciliter à leurs parents l'accès à certaines prestations, notamment judiciaires, sans lesquelles leur intervention n'aurait servi pas à grand-chose. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, encore une fois, le plaidoyer est la clé du succès. Le plaidoyer à l'endroit des institutions, mais le plaidoyer aussi et surtout à l'endroit de la société civile. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci pour cette réponse très précise et extensive à ces questions. Alors, je vais peut-être demander à Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, comment est-ce que les pays adhèrent à ce type de programme? Je relais en fait la question d'une participante, sans doute du Ghana, qui demandait voilà, si ces programmes pouvaient être étendus au Ghana. Et j'ai un programme SWED donc, qui couvre plusieurs pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi il y a certains pays, il y en a pas, il y a des pays qui sont de la région mais qui ne sont pas couverts par ce programme qui est extrêmement ambitieux. Comment s'opère un peu la sélection, le choix des pays? Est-ce qu'il y a une possibilité d'extension? Merci beaucoup, Gilles. Évidemment, ce type de programme peut être étendu et il s'étend constamment. Et en même temps, ce n'est pas le seul type de programme que nous avons pour accompagner, si vous voulez, les pays à faire évoluer leur politique et à soutenir des investissements qui permettent aux femmes de façon générale et les jeunes filles de façon particulière avoir accès à des services de qualité dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé et j'en passe. Au demeurant, aucune opération au niveau de la Banque mondiale, pour quelque pays que ce soit en Afrique, ne peut bénéficier d'un financement s'il ne démontre pas sa capacité à répondre de manière concrète aux besoins des femmes pour avoir justement
accès à des meilleurs services et avoir le même type d'opportunités. C'est un principe fondamental. Aucun programme ne peut aller de l'avant. L'année passée, notre année, on a financé 12 milliards de dollars de programmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et dans chacun de ces projets, on a fait une évaluation concrète pour voir dans quelle mesure elle crée des opportunités pour les filles. Dans le secteur de l'agriculture, il faudrait que le programme puisse démontrer que, par exemple, quand il y a des réformes foncières à soutenir, ces réformes foncières vont pouvoir permettre aux femmes d'avoir accès aux fonciers à se donner à l'agriculture. Quand on doit supporter des nouvelles technologies, par exemple pour l'irrigation, il faudrait que ça puisse profiter d'abord aux femmes, etc. Lorsque nous construisons des écoles, on doit s'assurer qu'il y a des points d'eau, il y a des toilettes dans les écoles, justement pour que les conditions soient propices afin que les familles puissent avoir le confort d'envoyer leurs enfants dans un environnement sécurisé et que les filles rentrent à l'école, restent et n'abandonnent pas à mi-chemin. Donc, on le fait de manière concrète et de manière spécifique pour l'ensemble des pays. J'étais au Ghana récemment et j'ai passé toute une journée à Kumasi où on a un programme d'eau et sanitation qui cible essentiellement les femmes. D'abord pour leur sécurité, mais également pour le plan, pour leur confort afin de pouvoir s'adonner à d'autres activités économiques. Okay. On est en train de financer la transformation du grand marché de Kumasi, qui est le plus grand marché peut-être de l'Afrique de l'Ouest, et où les plus grandes actrices dans le commerce, c'est essentiellement des femmes. Donc, c'est des programmes qui répondent aussi aux besoins des femmes sur d'autres dimensions. Le Sahel, le Suède, qui est le programme mentionné ici, est un programme qui a été préparé en 2013 suite à la première crise qui a conduit au coup d'État au Mali en mars 2012. Et après, nous avons fait une évaluation concrète et on a vu combien les problématiques d'insuffisant accès à l'éducation, quelque part, ont contribué à cette crise au Mali. Elle n'est pas la seule, bien sûr, mais elle fait partie des facteurs déterminants. Et que ce qui existait comme problématique au Mali à l'époque, pour ce qui concerne l'accès des filles à l'éducation et donc sur la société et son impact négatif sur le fonctionnement de sa société en ensemble, les mêmes problématiques ont été observées dans d'autres pays du Sahel et on a décidé de préparer ce programme-là d'abord pour les 5 pays du G5 du Sahel au départ. Mais les sociétés africaines étant si imbriquées et ayant beaucoup de problématiques semblables, on a pratiquement étendu très rapidement ce programme à d'autres pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, etc. Et par la suite, des pays comme le Bénin, comme le Cameroun, ainsi de suite, sont entrés dedans. Donc, on est passé à un Suède phase 1, à un Suède phase 2, et même on est en train de préparer un Suède phase 3. En même temps, pour certains pays, il y a une demande express qui a été exprimée et pour laquelle on est en train de travailler là-dessus pour répondre à leurs besoins particuliers. Mais, comme je l'ai dit, une fois de plus, le Suède n'est qu'un type d'opération. Il y a d'autres programmes complémentaires, similaires ou différents aussi dans leur concept, mais qui répondent tous au même objectif, celui d'apporter, n'est-ce pas, aux filles et aux femmes l'accompagnement dont ils ont besoin pour être des citoyennes et d'égal droits et d'opportunités que toutes les autres composantes de la société. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour cette réponse aussi et la clarification des différentes dimensions du Suède, donc un programme extrêmement intéressant. Alors, effectivement, le temps passe très vite, donc je vais demander à Madame la ministre Pauline Talen de répondre à une question et en même temps, ce sera le début des derniers mots de nos invités et je vais lui demander aussi
peut-être un ou deux messages clés qu'elle souhaiterait vraiment partager avec nous et peut-être qu'ils seront aussi des messages en direction de la prochaine administration fédérale au Nigeria, qui vient de connaître une élection. Alors, question sur, au fond, la prise en compte des filles, des millions de filles qui ont déjà subi une mutilation génitale féminine. Comment est-ce qu'on peut mieux soutenir leur participation à l'éducation, à la main-d'œuvre féminine et à l'autonomisation économique? Et donc, est-ce que ça, par exemple, dans le cas du Nigeria, ça a aussi été une des préoccupations et comment est-ce que vous avez traité cette question et ça peut donner peut-être des idées aussi à d'autres pays? Madame Pauline Talen? Et donc, en même temps, votre mot un peu de conclusion. Thank you very much. Merci. I'm happy to say that je suis ravie de dire que grâce à l'innovation par le président du Conseil de haut niveau pour les femmes, leur autonomisation, ce qui couvre l'éducation des femmes et également des filles, l'autonomisation financière des femmes. C'est ce que nous voulons. Et je dois vous dire que la prochaine administration pense de la même façon. Et le président qui va maintenant continuer le programme, a-t-il dit, comme nous l'avons commencé. Et le président, le nouveau président est un homme qui a foi dans l'éducation des filles et qui a foi dans l'autonomisation des femmes. Et nous savons qu'il continuera ce programme. L'autonomisation des filles et des femmes, ce n'est pas juste une bonne chose à faire, mais c'est ce qu'il faut faire intelligemment pour tous les pays. Et le Nigeria comprend le potentiel des femmes et des filles, qui veut dire que cela représente 50% de la population. En les ignorant, si on les ignore, c'est un recul énorme, mais grâce à l'engagement du président et de l'innovation de ce conseil consultatif qui est sectoriel, certes, qui comporte multisectoriel, qui comprend ce qu'il y a de mieux du secteur privé, de l'éducation, du secteur économique. C'est les membres de ce comité qui ont été sélectionnés, triés sur le volet dans les différents thèmes pour venir appuyer l'éducation des filles et des femmes. Et je sais que notre parti va continuer ce que l'ancien président a déjà commencé. Thank you very much. Merci beaucoup, madame, et merci à nouveau pour votre participation, vos éclairages très, très précieux. Je vais peut-être demander une réaction et aussi déjà les mots de conclusion à Ariel Kitio. Je pense que sur cette question des mutilations génitales féminines, elle a peut-être aussi des choses à dire. Et au-delà de cela, quels sont les messages peut-être clés aujourd'hui qu'elle souhaiterait partager? Tout à l'heure, elle a parlé beaucoup des messages en direction des filles, l'importance justement de croire en leurs capacités, mais peut-être qu'il y a aussi des messages en direction des garçons et des hommes. Et je crois que dans le cas pas seulement du Cameroun, mais de tous les pays de la région, il y a aussi un travail important en fait à faire peut-être d'éducation aux valeurs et d'éducation à l'égalité, à faire en direction des garçons et des hommes. Madame Ariel Kitio. Merci pour la question. Tout à fait, vous avez absolument raison. Nous, lorsqu'on travaille avec les femmes, on ne travaille jamais avec les femmes à 100%. Donc, par exemple, on a un programme qui s'appelle Tech Manufacturing qui vise à faciliter l'accès aux compétences, à l'emploi décent et au financement pour les femmes dans le numérique. Mais dans ce programme-là, nous avons 80% de femmes et 20% d'hommes parce qu'il est important que les hommes voient les femmes à l'action, qu'ils voient leurs compétences, qu'ils voient qu'elles sont capables et pour que ce ne soit pas comme deux camps qui s'opposent, mais plutôt deux camps qui se complètent et qui apprennent à collaborer ensemble. Je suis tellement ravie d'écouter les différents ministres parce qu'effectivement, la question de la politique et de l'opérationnalisation est très importante lorsqu'il faut pouvoir scale, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir ramener
les bonnes pratiques à l'échelle nationale pour que ce soit inclusif et que tout le monde puisse en bénéficier. J'aimerais peut-être mettre l'emphase sur 2 points. C'est le problème de l'infrastructure, parce que le cas du Cameroun, on parle de numérique, on parle de tout ce qu'on veut, mais il faut l'infrastructure, il faut la couverture Internet, il faut les ordinateurs, il faut qu'il y ait une infrastructure qui puisse soutenir le mouvement politique. Et à côté, j'aimerais parler également du point sur la discrimination positive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue vraiment d'assumer cette discrimination positive-là qui permet de ramener davantage de jeunes filles, bien de femmes ou bien de garçons dans les métiers dits pour filles également, pour qu'on ait vraiment ce point d'inclusion-là. Et peut-être ma dernière phrase sera de dire que aujourd'hui, quand on parle d'inclusion, on parle beaucoup du genre, mais le genre n'est pas le seul élément de discrimination. Il y a une discrimination liée au niveau social, il y a une discrimination liée à la religion, il y a une discrimination même liée à la langue, parce que dans le domaine même de l'informatique, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, les enfants qui parlent en Wolof, bien qu'ils s'expriment en Lingala, n'ont pas les chances équitables pour apprendre le codage, parce que la plupart des outils sont en anglais. Donc, il faut également qu'il y ait une sorte de politique qui vise à regarder les différents aspects d'exclusion et de travailler à pouvoir rendre les choses beaucoup plus inclusives. Et c'est là où le numérique est très beau et très important parce qu'il y a toujours un moyen d'utiliser le numérique pour pouvoir permettre aux personnes handicapées, aux personnes vulnérables, aux personnes laissées pour compte de pouvoir avoir leur chance équitable d'être autonomes aujourd'hui. Et voilà un peu ce que j'avais à dire, peut-être comme mot de fin, de dire que le numérique, c'est un super pouvoir que chaque pays africain devrait s'approprier pour le développement de cette économie de croissance et le bien-être des populations. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Et à nouveau, on savait qu'on allait être limité dans le temps. C'est sûr qu'on vous réinvitera pour en dire davantage et, parce qu'évidemment, vous transmettez vraiment cette passion, mais aussi cet engagement finalement pour la transformation de la société. Merci beaucoup pour cette contribution tout à fait précieuse. Peut-être au ministre d'État Biotchane, également ces mots de conclusion. Qu'est-ce qu'il souhaiterait partager à partir aussi de son expérience de ministre chargé de la coordination de l'action gouvernementale? Et peut-être une question, une des questions qu'on a reçues sur comment est-ce que l'État encourage les acteurs communautaires, les ONG, les associations qui sont engagées sur l'éducation des filles. Comment est-ce que l'État béninois notamment encourage aussi et travaille de concert avec ces associations? Alors, je crois que ce que nous avons appris dans la mise en œuvre de ces différentes politiques et ce que j'entends aussi cet après-midi montre que le défi démographique auquel nous sommes exposés comme pays, le Bénin, mais comme continent, amplifie les défis, amplifie les problèmes que nous avons à résoudre autour de cette problématique. Et donc, nous avons en même temps, il est clair que malgré les succès que nous avons besoin d'enregistrer des progrès encore plus importants en matière d'éducation, en matière de santé, en matière économique et de développement pour justement permettre à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles d'avoir les opportunités auxquelles elles aspirent. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que moi, je pense, et notre expérience aussi commence par le montrer, c'est que le digital et l'économie numérique nous offrent à nous comme pays et à tous les pays l'opportunité d'aller plus vite, de se faire le saut qualitatif qui permet éventuellement de sauter des années et d'aller plus vite. Tout à l'heure, en introduction, je parlais des 300 années dont le secrétaire général des Nations Unies parlait. On ira beaucoup plus vite que les 300 ans si, effectivement, on utilise de manière plus intelligente le digital et l'économie numérique. C'est le constat que nous faisons ici. Tous ceux qui regardent le Bénin de l'extérieur, tous ceux qui visitent même, voient comment dans un certain nombre de secteurs, nous avons pu faire des progrès qualitatifs uniquement par le digital. Aujourd'hui, tous les gens qui veulent visiter le Bénin et qui ont besoin d'un visa peuvent avoir ce visa-là en 15 minutes dans leur appartement ou dans leur bureau sans bouger. Aujourd'hui, tous nos concitoyens peuvent avoir un casier judiciaire
en restant dans leur appartement ou dans leur maison. Aujourd'hui, tous les jeunes qui vont aux examens peuvent avoir les résultats de leurs examens in situ, sans avoir besoin, comme on le faisait par le passé, comme on le fait encore dans un certain nombre de pays, en allant dans les centres d'examen pour accueillir les résultats. Et ça peut être mis au service de la formation, de l'éducation des jeunes filles. Ça peut être davantage mis au service des barrières sur le genre. Et c'est ce à quoi je veux appeler dans la conclusion de cette discussion, surtout parce que le thème de cette journée internationale tourne autour du digital et de l'économie numérique. Je veux donc encore une fois conclure en vous remerciant, Gilles Yabi et Ousmane, d'avoir organisé ce panel et de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État. C'est un plaisir et un privilège de vous avoir. Merci d'avoir pris le temps pour cette conversation. On a débordé un tout petit peu, mais on ne débordera pas de beaucoup. On ne vous gardera pas trop longtemps. Avant de passer la parole donc, à Monsieur Ousmane Diagana pour son mot de clôture, je voudrais juste signaler que comme tous nos événements en ligne, cette discussion, cette conversation sera disponible très rapidement sur la chaîne YouTube de Wati et également elle est diffusée en direct sur Facebook de Wati et de la Banque mondiale également. Et donc, je vais passer la parole au vice-président Ousmane Diagana et peut-être en relayant aussi l'une des questions qui lui était adressée concernant le livre blanc donc il a mentionné sur l'éducation au Sahel. Et la question était de savoir si ce livre blanc intégrait le renforcement des capacités des femmes et des jeunes sur la paix et la sécurité, parce que cette couche de la population joue un grand rôle dans la résolution des conflits. Donc, je tenais à relayer cette question et peut-être qu'il pourra en dire un mot également dans son mot de conclusion. Merci à nouveau et je vous passe donc la parole à M. Ousmane Diagana. Merci beaucoup, Gilles. Je vais d'abord commencer par emboîter le pas. Excellence, le ministre d'État, en te remerciant et en te félicitant, toi et Naye, pour le travail qui a été fait en amont et de cette rencontre et également pour la véritable la qualité de la modération et de la facilitation. Et remercier vraiment Madame la ministre, Monsieur le ministre d'État, Ariel, pour leur temps, pour leur disponibilité. Je sais combien ils le sont pris et combien ils le sont sollicités. Et féliciter toutes les femmes pour cette journée et dire que nous ne souhaitons pas que cette conversation d'aujourd'hui soit la fin d'un dialogue avec vous autour de cette question si importante. Il y a un peu moins de 3 ans, quand j'ai commencé ces fonctions, le 1er 8 mars, j'ai réuni un certain nombre de femmes leaders africaines, celles qui sont sur le continent, celles de la diaspora, certaines qui sont dans des organisations internationales, ou bien tout simplement des femmes ordinaires avec lesquelles on a beaucoup échangé et on a pu créer une sorte de plateforme pour maintenir et poursuivre la discussion. Et de ces échanges ont pu émerger un certain nombre d'idées qui ont contribué à la définition d'un nouveau plan d'action régional sur l'égalité des genres pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour la période 2023 et 2027. Et la mise en œuvre de ce nouveau plan d'action a commencé, mais nous allons continuer à le socialiser en discutant avec les femmes et les hommes sur le continent afin qu'ensemble, nous continuions de faire des progrès, notamment dans le domaine de comment on peut contribuer à réduire les écarts de revenus entre les genres, les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Contribuer davantage à travers les programmes que nous finançons et que les pays également financent ou parfois même définissent, à autonomiser davantage les adolescentes et les femmes pour en particulier réduire le taux de fécondité. Beaucoup ont parlé de Suède. C'est un programme phare qui est en train de contribuer significativement à cet objectif-là. Troisièmement, atteindre vraiment la parité entre les sexes, notamment pour ce qui concerne l'accès à l'éducation, mais surtout à compléter
l'éducation dans ses différents cycles avec les niveaux d'apprentissage qui permettent aux femmes de pouvoir les mêmes chances d'accès au marché du travail. Réduire les violences basées sur le genre. Utiliser le levier comme un facteur d'accélération, n'est-ce pas, des populations dans leur ensemble, mais en particulier des filles, au travail et au service, tel qu'on est en train de le faire au Bénin. Mais constamment, investir dans les statistiques, les données. Parce que tout, on n'a pas de statistiques fiables, on ne peut pas définir de politique publique conséquente. On ne peut pas informer les opérations de manière significative afin qu'elles puissent avoir l'impact ou les effets escomptés. Donc, j'aimerais que nous continuions avec vous et avec tous vraiment ce type de discussion pour que ces conversations-là se traduisent par des actions concrètes et impactantes, notamment pour ce qui concerne notre objectif partagé de créer des conditions pour une prospérité partagée et un développement solidaire. Plus spécialement à la question pour ce qui concerne le livre blanc. Oui, déjà, vous savez, au niveau du G5 Sahel, il y a un groupe de femmes qui s'investissent sur la question de l'éducation des filles et puis de leur donner beaucoup plus de voix. Au moment où je suis en train de vous parler, la Banque mondiale est en train de préparer un programme régional pour l'éducation au Sahel. Et c'est la première fois que ça s'est fait dans l'histoire de la coopération de la Banque mondiale pour ce qui concerne. Donc, bien entendu, comme je l'ai dit, selon nos principes d'intervention, on parlera avec les acteurs et les actrices. On les écoutera, on verra ce qu'ils ont comme priorité et comme idée. Et c'est à travers ça que le programme va être préparé pour que ça puisse véritablement répondre à des problèmes réels et non tout simplement à des trucs théoriques. Donc voilà, c'est une façon de dire oui, nous allons intégrer cet aspect-là dans le programme en préparation et très bientôt d'ailleurs, je réunirai les ministres de l'éducation des pays du Sahel pour, et en même temps, plus tard, avoir créé un dialogue avec les sociétés civiles, y compris donc les femmes, pour qu'elles puissent véritablement contribuer à la formulation de cette opération sur laquelle nous comptons beaucoup pour véritablement ensemble mettre en œuvre les idées que nous avons discutées ce matin et cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup, Madame Pauline Talen. Thank you very much, Madame, for your time. So it's a pleasure and a privilege to have you. Merci, Monsieur le ministre d'État Biotchane depuis Cotonou. Merci, Madame Ariel Kitio, d'avoir partagé votre passion et votre engagement depuis le Cameroun. Et merci, Naye. Merci à Christelle Chapoy, à toute l'équipe de la Banque mondiale et aux collègues de WATI pour cette discussion. Merci à toutes nos participantes et tous nos participants. Et à nouveau, restons engagés, évidemment, en nous assurant que ce type de discussion sur les droits des femmes et des filles, nous les tenons pas seulement à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et à nouveau, il est très clair que nous allons poursuivre ces discussions et aussi renforcer en particulier notre réflexion sur les questions d'éducation. Merci à toutes et à tous et excellente suite de journée partout où vous êtes sur la planète. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi, Gilles, et merci à tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.